Bonjour à tous et à toutes, hein. Je vois que sur le compteur, nous sommes 62. Moi qui fais beaucoup de visioconférences, et je trouve que c'est un nombre qui montre l'intérêt que vous avez à ces jeudis de l'information. Donc, je trouve que ça a beaucoup de sens. Je trouve aussi que cette technologie des visioconférences, si elle est un peu déshumanisante, par ailleurs, elle est quand même très pratique puisque personne n'a besoin de se déplacer et que donc on peut gérer plus facilement son agenda. Alors, pour ceux qui me voient à l'écran, vous me voyez entouré de papier. Habituellement, je suis capable de parler avec peu de papier ou un seul support. Là, on s'est fixé comme thème avec Étienne, c'est de travailler autour de la reprise de la vie associative, et notamment la reprise de la vie associative statutaire, c'est-à-dire, par exemple, comment j'organise mon AG, de voir comment on pouvait reprendre les activités dans une situation de déconfinement, deuxième thème. Et puis, troisième thème, plus orienté employeur, comment je fais, quelles sont mes contraintes vis-à-vis des salariés, comment je gère. Donc voilà, on avait prévu de travailler sur ces thèmes-là et les questions que vous avez pu poser en avance à Étienne sont un peu orientées là-dessus. En réalité, on a plein d'éléments nouveaux qui sont arrivés. Ça arrive encore aujourd'hui, c'est surtout arrivé hier. De quoi je veux parler? Le protocole de déconfinement, on est au troisième protocole. Eh bien, il vient de sortir, il est sorti hier après-midi. On en parlera tout à l'heure. Donc, pour faire court, toutes les règles qu'on connaissait avant, on les oublie et puis on réétudie les règles de déconfinement issues de ce protocole. On y reviendra. Chômage partiel, voilà, ça change. Le président Macron était avec les organisations syndicales hier et le chômage partiel va évoluer. Bon, sans doute, vous aurez peut-être des questions à poser sur ce champ-là, avec une évolution applicable dès le 1er juillet vraisemblablement. Et puis, on a des spécificités dans le sport, dans l'animation, dans l'accueil des enfants. Là encore, on a des protocoles et ceux qui ont des ASH ont vu qu'ils avaient un nouveau protocole applicable début de cette semaine, de la semaine qui vient de se passer. Voilà, donc vous voyez, plein de choses nouvelles. Et donc, je vais tenter de faire une gymnastique, c'est-à-dire de pouvoir répondre à vos questions diverses et variées, sans forcément que c'est un sens chronologique ou un sens thématique. Moi, ce que je propose, c'est de les prendre un petit peu au fur et à mesure, et puis je vais tenter d'y répondre au mieux. Et quand je ne saurai pas, je saurai vous dire que je ne sais pas. Le protocole de déconfinement, hier, rend presque les choses normales. J'associe à ça, vous irez sur le site du ministère des Sports, pratiquement tout est possible. Je vais peut-être revenir tout à l'heure, tout est possible sauf les sports de combat, mais pour répondre très clairement, on peut reprendre, surtout en extérieur, on peut reprendre la marche en forêt. Alors il est vrai que la notion de groupe de 10 n'a pas été supprimée, bien qu'elle soit pas très claire, parce que notamment on peut faire un sport co à plus de 10. Donc je suis d'accord, peut-on, à la question peut-on organiser une marche en forêt la semaine prochaine par groupe de 10 espacé de 50 mètres? La réponse est oui. Très bien. C'est une question et une réponse claire. Quid du nager à la rentrée? Alors, quid du nager à la rentrée? Je vous engage à aller sur le site du ministère de l'économie et des finances qui a édité une foire aux questions à propos qui s'appelle « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 ». Donc, je vous engage vraiment, pour ceux qui doivent organiser une AG dans un contexte inhabituel, je dirais, comment dirais-je, d'aller voir ce question-réponse.
qui tient en une petite dizaine de pages et qui vous explique effectivement que vous pouvez tenir une AG soit en présentiel, soit éventuellement en visio. Alors, ce qu'on appelle en fait, c'est un terme qui est utilisé, qui est une assemblée à huis clos. Alors, vous parlez de septembre. Moi, j'ai le sentiment que le problème du rassemblement de plus de 10 personnes dans un local accueillant du public ne posera pas de problème. Je présage. Pour l'instant, je vous dirais, le seuil de 10 est encore à conserver. Donc, si vous faites une AG à plus de 10, pour l'instant, faites-la à distance. Mais au mois de septembre, il y a de fortes chances que vous puissiez la faire en présentiel si vous le souhaitez. Si vous souhaitez la reporter, puisque vous avez le droit de reporter vos AG, vous pouvez aussi décider de différer vos AG afin de pouvoir faire en sorte qu'elles se tiennent dans des conditions habituelles. Je dirais simplement que vraisemblablement, on va vers un déconfinement avec un abaissement du nombre de personnes infectées, mais malgré tout, disent les médecins, peut-être une reprise à l'automne de la contagion. Donc, si j'avais une AG à tenir, ben, je préfère la tenir au mois de septembre que de la tenir fin octobre ou au mois de novembre, si jamais il y avait une reprise de la contamination. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là. En ajout à vos sources d'informations, il y a aussi le site asso.gouv.fr qui fournit énormément de ce qui va ou qui a probablement déjà été mis à jour égard aux nouvelles préconisations ou recommandations de l'État. J'enverrai à chacun des participants et plus largement à tout le réseau les différentes sources d'informations, car comme le précise Dominique, c'est des informations qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas hier, et il y aura probablement de nouvelles informations demain ou courant d'été. Voilà. Donc les informations qui sont données aujourd'hui, c'est vraiment à l'instant T. Donc on ne saura que vous inviter à rester vigilant, suivant vos activités, suivant vos impératifs, suivant le nombre de personnes que vous pensez accueillir. Il faut vraiment être vigilant de notre côté aussi, courant d'été et bien évidemment à la rentrée. Petite question suivante, peut-on reprendre le chant choral? Je pense que oui. Bah oui, bah oui. Je suis toujours dans la question du plus de 10, quoi. Et si, quand même, alors, dans le sport, le port du masque n'est pas obligatoire. On est d'accord, c'est impossible de faire du sport avec un masque. Seules les personnes qui ne pourraient pas tenir une distance de 1 mètre minimum entre elles ont l'obligation du port du masque. Donc, je dirais juste qu'en termes de, comment dirais-je, de précaution dans une chorale, c'est de maintenir des distances. Parce que s'il y a bien un risque, c'est comme un virus aérien, c'est bien la transmission par l'air, par notre souffle. Donc, je mettrai cette précaution-là. Je rajouterai quelque chose que je n'ai pas dit et qui me paraît important. Quand je vous dis qu'on peut reprendre le sport, quand je vous dis qu'on peut reprendre le chant, etc., vous êtes tout de même soumis aux règles fixées par le propriétaire des locaux, ou en tout cas l'utilisateur des locaux, qui a peut-être fixé des règles plus strictes que celles que je vous annonce. Par exemple, on pourrait très bien dire, on refuse, tiens, bah, par exemple, vous devez respecter toujours la règle des 4 mètres carrés. Donc, si j'ai une pièce de 20 mètres carrés, bah, je peux mettre 5 personnes, je ne peux pas en mettre plus. Cette règle des 4 mètres carrés a disparu dans le nouveau protocole. Mais ça ne veut pas dire que là où vous irez, là où vous devez pratiquer un sport ou une activité, il n'est pas dit que les règles qui s'appliquent ne sont pas des règles plus contraignantes. Or, vous êtes tenu de respecter les règles du lieu qui vous accueille. Donc, ayez ça à l'esprit. Hein. Il y a ce que dit la loi, et puis là où vous allez, ben, quel protocole ils ont encore en cours. Et notamment, tous les protocoles qui étaient en cours jusqu'à maintenant, c'était minimum 4 mètres carrés par personne. Bon, donc je vous le répète, la loi a supprimé cette règle des 4 mètres carrés, mais ça ne veut pas dire que là où vous irez, là où vous serez accueilli, que cette règle ou une autre ne serait pas toujours en place. Merci. Donc, ça répond à la question combien de personnes pouvons-nous accueillir dans un cours de yoga à la rentrée, dans un espace de plus de 100 mètres carrés?
Alors, on pourrait dire, je pourrais dire, il n'y a pas de limite fixée par la loi. La seule limite qui est fixée, c'est que dans les lieux de pratique sportive, la jauge maximum est de 5000 personnes. Mais on parle plutôt de stade. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de limite, sauf les limites que vous fixe le lieu qui vous accueille. Et vraisemblablement, la distanciation d'un mètre fait que vous serez limité en nombre, mais c'est à la structure qui vous accueille de vous dire combien il tolère dans une pièce. Voilà. Donc, on a répondu à la question suivante. Le protocole permet-il la pratique sportive à plus de 10 personnes en plein air ou en salle en respectant les distanciations? Oui. Toujours avec les préconisations qu'indiquait Dominique, par rapport effectivement à ce qui est préconisé actuellement légalement, petit rappel, attention effectivement aux protocoles qui sont particuliers et parfois exigés par les propriétaires des salles, et je pense notamment aux communes et aux mairies, mais y compris les propriétaires privés. Question suivante, les obligations à respecter lors d'un stage d'autoconstruction, atelier de soudure, menuiserie, peinture, avec moins de 10 personnes. Quelles sont et concernant les conditions d'hébergement s'il y a un dortoir, les distances entre les lits? Alors, la question que je me pose, c'est qui est l'organisateur et qui est l'hébergeur? Parce que, évidemment, donc je vous engage à aller télécharger le protocole de déconfinement qui est paru hier. Je vous engage. Vous verrez que dans ce protocole, on vous maintient et on vous donne un certain nombre, dans des annexes, un certain nombre de bonnes pratiques, pour maintenir la distanciation sociale. Donc, ça veut donc dire que si je suis l'organisateur de ce stage d'autoconstruction, eh bien moi, je dois décider comment les gens vont se protéger ou comment je vais protéger les gens en limitant leur proximité sociale. Est-ce que je vais créer des parcours pour pas qu'ils se croisent? Est-ce que je vais juste dire, ben, vous rapprochez pas de plus d'un mètre? Ou s'ils doivent travailler en proximité, est-ce que je vais imposer le masque? Je décide des règles. Mais je décide du coup sur la base du protocole que l'État a diffusé hier. Si je suis sur un lieu que l'on met à disposition, eh ben, je regarde quel protocole il m'impose. Et je pense au dortoir. Le dortoir, sans doute que le propriétaire du dortoir a fixé des règles. Donc, s'il a fixé des règles, il a fixé aussi des règles de distanciation des lits. Donc voilà, donc je reviens à la même réponse. On a un élément de base qui est notre protocole de déconfinement paru hier, qui est relativement souple, distance d'un mètre minimum, et si on ne peut pas respecter la distance d'un mètre, masque obligatoire. Et puis après, je regarde le protocole des structures qui m'accueillent. Très bien, c'est une réponse qui convient aussi à la question suivante concernant le bowling. Les règles du public, qu'en est-il pour notre club de 38 adhérents pour les entraînements? Donc là, on retrouve effectivement les mêmes éléments, hein, le protocole et éventuellement les règles qui seront mises en place par le propriétaire du lieu, par le propriétaire en fait, qui vous prête ou qui vous met à disposition en tout cas l'équipement. Exactement. Hein. On se rappelle que depuis le 22 juin, le sport individuel, le sport collectif est de nouveau autorisé. Seul le sport de combat a encore une restriction. Et à mon avis, le bowling n'est pas un sport de combat. C'est pas faux. A priori, en tout cas, c'est pas un sport de combat, effectivement. Notre club de tennis de table organise des tournois qui regroupent entre 80 et 120 participants. L'autorisation de se regrouper à autant de personnes dans une salle omnisport. Donc, on y a répondu. 11 juillet, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est les règles, en tout cas les règles d'hier qui s'appliquent. Au 11 juillet, sauf s'il se passe quelque chose de grave, il y a peu de chances qu'on revienne en arrière.
Et on doit aussi cette même donc le tennis, le club de tennis demande également l'achat plan de déconfinement. Ça, on n'est pas en mesure de donner des éléments aujourd'hui. Donc je Alors, réitère. la Salomni Sport, si c'est la propriété de la ville, je demande à la ville quelles sont les règles d'accès à la Salomni Sport, hein. C'est la ville qui va me les donner. Et si elle me dit, bah, on n'en a pas fixé, c'est à vous de les fixer, eh bien, à vous de fixer les règles afin que les participants et surtout comment dirais-je, les spectateurs soient protégés. Et là, vous repartez sur le protocole national qui est paru hier. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. Alors, ce n'est pas logique de dire qu'on n'a pas de limite de nombre quand on parle de 5000, alors qu'il y a la règle des 10. Est-ce qu'on peut juste revenir sur cette petite précision? Ben, il existe une ambiguïté. C'est vrai qu'il y a une règle des 10 et qui n'est pas formellement levée. Elle n'est pas formellement levée parce qu'on dit quand même que dans les espaces professionnels, on a le droit d'être plus de 10. Donc, on a une règle de 10 qui est ambiguë. Mais cette ambiguïté, c'est les textes qui l'entretiennent pour l'instant. Parce que paradoxalement, on explique que dans le sport, on peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Donc, je suis obligé de vous dire que oui, on peut accueillir du monde hein, dans un lieu tel qu'un stade ou une salle omnisport. Je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous dire aussi que le sport co, ben, si on fait du foot, ben, on ne fait pas du foot à moins de 10. Donc, oui, bien sûr, on peut être plus de 10 sur un terrain. Il n'y a pas de difficulté non plus. Mais c'est vrai qu'il y a cette règle générale des 10 qui est restée. C'est une ambiguïté. J'aimerais bien effectivement que les services de l'État, notamment le ministère des Sports, lèvent un peu plus cette ambiguïté. Parce que sport, culture, tout ça, ça peut être assez proche. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vous pouvez avoir des spectateurs et vous pouvez avoir des sportifs sur un nombre supérieur à 10. Après, c'est le lieu où vous allez intervenir qui va déterminer les règles, notamment en termes de nombre de personnes admissibles. Et toujours en respectant la distance d'1 mètre. Alors attention, la distance d'1 mètre, c'est la distance, j'allais dire, sans masque. Pour ceux qui liront le protocole national de déconfinement, il est clairement expliqué que si on ne peut pas respecter la distance d'1 mètre, alors le masque est obligatoire. Hein, il faut bien comprendre que, alors ce n'est pas un protocole pour le sport, il faut comprendre que le protocole national de déconfinement, c'est un protocole pour tout le monde. Hein, et donc, on vient dire effectivement, le principe, c'est plus une zone de 4 mètres carrés par personne, c'est une distance d'1 mètre. Et si on ne peut pas respecter cette distance d'1 mètre, port du masque. Alors, une amicale nous demande le protocole des mairies pour les salles des fêtes. Là, on va pouvoir s'appuyer aussi sur les réponses que vous avez déjà données, Dominique. Le protocole national s'applique et effectivement, les propriétaires peuvent mettre en place des protocoles particuliers. Et là, c'est à l'appréciation de chaque mairie. Donc, il n'y a pas de réponse pour le protocole des mairies. Il faut vraiment, comme l'indiquait Dominique tout à l'heure, vous renseigner auprès de votre mairie. Oui, avec parfois du retard. Je prends pour exemple les ALSH, donc des centres de loisirs sans hébergement. On savait qu'on allait avoir un document qui allait alléger l'accès des enfants au centre de loisirs. Eh bien, vendredi dernier, le ministère de l'Éducation disait encore appliquez le protocole que vous connaissez. Or, c'était un protocole qui limitait à 15, enfin qui était très contraignant. Et quand hier le protocole est sorti, eh bien, les agents du ministère ont dit bah, appliquez le nouveau protocole. Mais ça veut dire aussi que ceux qui avaient affiché un ancien protocole, ce qui peut être le cas dans une mairie, peuvent mettre quelques jours ou quelques semaines à modifier leur protocole. Et moi, je ne maîtrise pas ça. Il y a ce risque-là d'avoir des protocoles qui sont un petit peu anciens parce que c'est du travail de refaire un nouveau protocole.
Faudra-t-il désinfecter le matériel utilisé pendant les cours de Baby Gym, Dominique? Alors, oui, là encore, le protocole de déconfinement fixe, comment dirais-je, dans les bonnes pratiques, une annexe 2 qui s'appelle nettoyage et désinfection des surfaces et aération des locaux, modalité pratique. Donc, la réponse est oui. Dans le protocole de déconfinement, certes, on parle un peu de distanciation, j'ai parlé de la règle de 1 mètre, on parle aussi de la façon d'éviter la propagation du virus, notamment qui pourrait être posé sur des objets. Et donc, effectivement, il est nécessaire d'aérer les locaux, de désinfecter un certain nombre de supports qui pourraient être infectés. Et là, c'est lié à l'activité. Hein. C'est très clairement lié à l'activité. Hein. Donc, la réponse est oui. Oui. Je n'en doutais pas. Notre fédération nous recommande de faire émarger les participants à une activité pour informer les personnes en cas de découverte d'une personne malade les jours suivants. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question intéressante. C'est ce qu'on appelle le traçage. Certains ont peut-être téléchargé Stop Covid. Stop Covid, c'est du traçage. Que disent les épidémiologistes? Ils disent que pour endiguer le virus, il faut se protéger, il faut se détecter et il faut tracer. Alors, se protéger, mesures barrières, etc. Détecter, ben, c'est tous les tests qui peuvent être faits, et ça, c'est entre guillemets la responsabilité de l'État. Mais tracer, c'est aussi, alors, Stop Covid est un outil de traçage, mais c'est aussi une manière de pouvoir remonter, si quelqu'un a été infecté, de savoir qui il a pu infecter. Et donc, effectivement, si je fais émarger des personnes, et s'il s'avère qu'à un moment, on vient de dire, ben, le cluster, c'est dans telle activité qui apparaît, eh bien, on est capable de dire, voilà les listes des personnes qui ont participé. Donc, oui, ça a du sens, ce que dit la fédération. Ça va dans le sens, effectivement, qui est recommandé, là encore, par le protocole, c'est-à-dire de faire du traçage. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein, quand vous êtes sur un public qui entre sans qu'on puisse facilement mettre un nom repérable. Mais le traçage fait partie des moyens d'éviter la propagation du virus. Tout à fait. Question suivante. Lors d'une formation, peut-on accueillir une dizaine de personnes par salle d'enseignement en respectant la distance d'1 mètre entre chaque table? Donc là, je crois qu'on a eu la réponse. Oui. La réponse, oui, totalement. Petite précision, alors ça c'est une bonne chose, petite précision du club de tennis de table qui posait tout à l'heure la question et qui nous amène que la ville, en tout cas, se réfère aux règles du ministère des Sports. Et je pense que ce sera le cas de beaucoup de communes, sauf… Oui, je voudrais apporter une précision. Si vous allez sur le site du ministère des Sports, vous allez trouver qu'il y a 5 documents, notamment des modes opératoires dans le cadre de la pratique du sport. Sauf que ces modes opératoires, les 5 modes opératoires qui sont en place, ne sont pas à jour. On est sur l'ancien dispositif de déconfinement. Aujourd'hui, on a, si vous allez sur le site, vous allez avoir 2 pages qui expliquent qu'effectivement, la reprise du sport, maintenant, tout est possible, seul ou en club. Mais on n'a pas les modes opératoires encore qui ont été mis en place, sur le plan rédactionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut du temps pour chaque administration pour rédiger ses propres protocoles. Dans le sport, les protocoles n'ont pas été encore révisés à la lumière du protocole national qui n'est paru que hier. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des règles anciennes. Question du Gouren, qui est un sport de combat impossible à pratiquer pour l'instant. Avez-vous des informations concernant une prochaine phase? Je pense que là, on n'a pas d'informations. Un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Faudra chacun, vous, de votre côté, rester très, très attentif, effectivement, en courant d'été, pour ce qui touche à des disciplines un petit peu particulières. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas plus. Langage aussi, on l'a juste effleuré tout à l'heure.
je vous engage fortement à rester en lien avec votre fédération. Votre fédération est sans doute les personnes qui peuvent vous donner les réponses les plus proches de votre activité et de la typologie de votre activité. Donc, que ce soit des fédérations sportives ou culturelles, ça vaut le coup de se rapprocher et de rester en ligne, sachant qu'en juillet, il va encore se passer des choses. Mais voilà, la fédération, c'est un relais intéressant. Peut-on organiser en extérieur des manifestations convives courant août? Eh ben, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Alors, j'ai un petit argument pour vous, un argument culinaire. Si c'est un moule frite, Euh, a priori, le nombre me paraît possible, mais je suis incapable de répondre formellement à cette question. Hmm. Je suis incapable de répondre formellement à cette question. Peut-être que on va avoir sans doute, au-delà de ce document de 20 pages du protocole de déconfinement, on va sans doute avoir des informations complémentaires et j'aurais tendance à dire oui, sans doute, mais je peux pas donner d'assurance. aussi que les ministères que vous avez pu citer, que ce soit l'économie ou le sport ou la culture, vont éditer, je m'avance peut-être un petit, des questions-réponses qui vont pouvoir aussi nous apporter des éléments dans les jours qui suivent. Et comme le disait Dominique, c'est évident que tous les ministères, autant qu'ils sont, et comme le disait aussi Dominique à propos des mairies, c'est très très dur pour tout le monde d'avoir un document à jour en temps réel. Donc, il va falloir aussi être un petit peu patient par rapport au… On comprend hein, tout à fait, et nous aussi, on a beaucoup de questions. Il va falloir un petit peu prendre votre mal en patience sur la mise à jour de ces documents. Et à nouveau, je ne saurais que vous inviter régulièrement à aller chercher ces réponses-là dans les documents qui vont pouvoir être édités dans les jours qui vont venir. Je redis, hein, je m'efforcerai de vous envoyer un maximum d'éléments, en tout cas de sources de notation. On a un petit peu la même problématique, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme vous et faire des interprétations, c'est compliqué. Et évidemment, on peut pas, et c'est risqué, oui, on peut pas se mouiller tout le temps, quoi. Une question toujours concernant l'âge des salles de formation. Là, je vais vous inviter aussi à vous rapporter à l'annexe 2 du protocole de déconfinement pour avoir des réponses plus précises. Alors, je filme, c'est vrai que en même temps, je les découvre en temps réel. Notre assurance, pour ne pas la citer, la Maïf, m'a indiqué que la responsabilité du président ne pouvait être engagée car le Covid-19 n'était pas accidentel. Pardon. C'est donc à chaque participant d'engager sa responsabilité si elle souhaite continuer son activité associative. Qu'en pensez-vous? Bon, alors, il se passe que je suis magistrat par ailleurs, donc des problèmes de mise en responsabilité, c'est toujours un grand filet comme à la pêche que jettent les avocats et on va bien voir quel poisson on va récupérer. Donc, quand l'assurance dit responsabilité du président impossible, oula, moi je dirais j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que imaginons qu'un adhérent soit malade et gravement malade et qu'on arrive à déterminer, parce que c'est aussi un problème de preuve, que finalement c'est lors d'une manifestation organisée par l'association, dont le président est le représentant, qu'il a attrapé ce virus. Ben, bien évidemment qu'il
Si la famille veut faire une action en responsabilité, bien évidemment que le président sera trait devant les tribunaux. Évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il sera déclaré responsable. Mais moi, si j'avais une précaution, d'abord dire on ne va pas arrêter de faire des activités parce qu'il y a un risque. Dès lors qu'on respecte les règles, moi, je n'ai pas de difficulté. Deuxièmement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, il y a déjà, dans d'autres visios, il y a déjà 1 mois, 2 mois, notamment sur l'accueil de loisirs, mais aussi sur d'autres activités. Quand quelqu'un vient faire une activité, évidemment, il vient rencontrer d'autres personnes. Donc, potentiellement, il prend un risque. Donc, tout au plus, si je devais faire émarger les personnes qui viennent participer à une activité, l'émargement serait, j'ai bien conscience que la cohabitation, le rapprochement avec les personnes me fait prendre des risques que je connais relatifs au Covid-19. Voilà. Et puis, ça s'arrêterait là. J'ai rempli mon obligation de respecter les distances. Je remplis mon obligation de tracer les personnes qui rentrent. Bon, je vais vous dire, quelqu'un qui serait demain touché par le Covid, ça serait déjà compliqué pour lui de faire la preuve que c'est lors de votre manifestation qu'il a été contaminé. Donc, le risque de mise en responsabilité, il est très faible, mais dire qu'on ne pourrait pas engager la responsabilité, bien sûr que oui, qu'on peut l'engager. Ça ne veut pas dire qu'au bout, il sera reconnu responsable. Mais un avocat, c'est comme un pêcheur, hein, il va ratisser très large, on met tout le monde dans le filet et on verra bien finalement quels seront les poissons qui resteront dedans. Donc, je dirais que une information aux adhérents comme quoi venir participer à une activité, bah, c'est forcément cohabiter avec d'autres personnes, donc c'est forcément prendre plus de risques que quand on reste chez soi. C'est un peu une lapalissade, mais c'est quand même un principe de précaution. J'ai rappelé les risques, après vous venez, bah, vous l'assumez. Si tant est que moi, association, je mette bien en place les mesures barrières qui permettent que les adhérents se protègent. C'est-à-dire, j'ai bien du gel à l'accueil, j'informe sur un certain nombre de règles les adhérents, voilà. Voilà. Mais n'ayons pas peur. Hein. Je vous rappelle que, pour exemple, avant-hier, il n'y a eu que 7 cas en Bretagne qui ont été détectés positifs au Covid. Hein. 7, c'est tout. Et 7, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, hein. Ça veut dire juste qu'ils ont été détectés positifs. Donc, bon, rappelons-nous quand même que le virus circule peu, hein, tout de même. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger, mais ne forçons pas non plus l'inquiétude. Et je dis clairement, avant qu'un président, enfin, qu'une association soit déclarée responsable, il faudra d'abord prouver que c'est à cet endroit-là que le virus, que la personne a été contaminée. Et qu'en plus, elle est tombée gravement malade et qu'elle subit un préjudice. Donc, bon, voilà, ça, je ne suis pas trop inquiet quand même. Hein. Je ne suis même pas du tout inquiet. Merci pour ces précisions. Merci à tous pour vos questions. Là, il n'y en a pas de nouvelles. Petit remerciement aussi à chacun. Je vois que j'ai plein d'assistants, parce que certains ont des petits problèmes de son, des petits problèmes de trucs. Et du coup, c'est vous qui avez la gentillesse de refiler des petits tuyaux à vos collègues à distance. Merci beaucoup. Alors, ouais, complément de questions d'une fédération aussi qui demande aux adhérents de faire signer une lettre de reconnaissance des risques et une déclaration sur l'honneur « Je ne suis pas malade ». Déclaration sur l'honneur, si ce n'est, voilà, je remets un petit peu dans les mêmes réponses. Hein, une responsabilité, elle pourra toujours être engagée, ce qui ne veut pas dire que oui. derrière, il y aura… Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas malade. En fait, je suis peut-être déjà infecté. Je suis asymptomatique et pourtant, je suis capable de diffuser le virus. Donc, bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je suis plus, moi, pour tracer les gens qui passent, parce que ça peut être utile s'il y a un cluster, plus que pour se border par des documents. On peut très bien avoir à l'entrée un document qui rappelle les risques et les mesures barrières. C'est une information qui est donnée. Bon,
Si je devais faire émarger, c'est beaucoup plus, je vous dis, pour tracer les personnes qui passent et savoir quel jour elles sont venues et donc potentiellement qui elles ont pu contaminer si demain elles étaient malades. C'est remonter un cluster. Merci. Quelques personnes aussi qui nous signalent qui ont pur ou soit qui ont raté le début. On va s'efforcer de faire le nécessaire. Alors là, on est enregistré, souriez à l'écran. On fera le nécessaire, en tout cas le maximum, pour pouvoir mettre à disposition par la suite l'enregistrement. Et je ne manquerai pas de vous envoyer les informations à ce sujet. Et on me signale qu'il y a de l'orage et que c'est peut-être pour ça que ça coupe. En tout cas, je ne sais pas s'il y a de l'orage chez nous, chez vous, mais en tout cas chez nous, oui. Il semblerait qu'on ait épuisé les questions. Est-ce que, Dominique, on peut aborder un petit peu le premier point, puisqu'on a commencé un petit peu par la fin. Premier point de ce qu'on avait envisagé, à savoir la reprise notamment des activités en elles-mêmes. Pardon, je ne suis plus dans le carré. Non pas les activités en elles-mêmes, mais plus de la vie associative. Alors, on a un petit peu parlé des tenues de réunion, des assemblées générales. Moi, ça me paraît important aussi d'évoquer, ce que j'ai pu évoquer aussi avec certains d'entre vous, la place des adhérents en termes de communication, et je reviens un petit peu aussi sur la même problématique du projet associatif, à savoir, je pense que certains d'entre vous sont inquiets et n'auront pas beaucoup de réponses avant mi-septembre, c'est-à-dire après les inscriptions qui se font lors des forums des associations. Ça va découler aussi, Dominique en a parlé tout à l'heure, sur des problématiques pour les employeurs notamment. Qu'est-ce que vous avez à ajouter, Dominique, justement sur cette de partage des informations? Alors, je pense que plus que jamais, le Covid a isolé les personnes. Isolé au sens, on a été confinés, on a donc perdu ses habitudes, y compris de venir dans l'association, parce qu'on ne pouvait pas, parce que c'était arrêté. Donc, il faut rétablir du lien. Alors, il faut rétablir du lien, à la fois parce que les personnes en ont besoin, donc il va falloir trouver le moyen d'aller les rechercher. Est-ce qu'on va les rechercher comme ça par une visio qu'on organise? Est-ce qu'on organise un regroupement, une activité? Et puis, en filigrane, se pose la rentrée de septembre. C'est-à-dire, si j'ai perdu l'habitude pendant 3 mois, enfin depuis le mois de mars, de ne plus venir faire des activités dans l'association, est-ce que finalement, je vais recommencer au mois de septembre? Et là, il y a un vrai risque. Il y a un risque en termes de perte de recettes, de perte d'influence. Donc, effectivement, il faut assez rapidement renouer du lien avec les personnes. Il faut juste trouver qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir réactiver du lien. Est-ce qu'on fait une activité, tout à l'heure on parlait de balade en forêt, enfin peu importe. Qu'est-ce que l'on fait pour rétablir du lien? Et pour ceux qui ont des salariés, bah, la question de toute façon, elle est déjà, elle se pose déjà, puisque j'imagine que ces salariés ont été mis en activité partielle, peut-être en chômage partiel total hein, pour certains, et puis peut-être qu'il faut redémarrer. Bon, ce que je peux dire en tout cas sur le volet social, volet salarié, oui, il y a une réforme du chômage partiel qui va intervenir. Mais pour autant, vous pouvez continuer à déclencher du chômage partiel. Si vous ne pouvez pas refaire travailler votre salarié, il est en chômage partiel. Si vous devez le faire travailler partiellement, eh bien, vous le faites revenir partiellement et pour les autres heures, vous continuez à déclarer du chômage partiel. Donc, ce dispositif continue, on verra comment il va évoluer, mais en tout cas, il continue. Et donc, ça me fait penser à une chose, certains d'entre vous ont fait peut-être une déclaration à la directe uniquement, par exemple, jusqu'à fin juin. Bon, eh bien, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, vous n'avez peut-être pas de visibilité. Faites un avenant. Faites un avenant, vous retournez sur votre déclaration et vous demandez de reporter la date du chômage partiel à, par exemple, à fin septembre et vous allez déclarer de nouveau des heures pour le ou les salariés que vous ne pouvez pas faire revenir au travail totalement ou individuellement. Hein.
Est-ce que c'est l'occasion pour un certain nombre d'associations de relancer la participation des adhérents quand même, j'entends par là, est-ce que c'est l'occasion de sortir certains adhérents d'un mode de consommation et qu'il aide un certain nombre d'associations dans l'attente, à savoir des adhérents qui disent aujourd'hui, bah, écoute, septembre, est-ce que c'est l'occasion un petit peu de remettre tout le monde autour de la table en disant un projet, une association, c'est d'abord des associés qui se réunissent autour d'un même projet et en tout cas d'un projet commun sur lequel on est d'accord. J'entends par exemple une association qui va se retrouver peut-être, alors là on ne dirait pas trop, on va voir comment ça se profile, mais peut-être à devoir limiter un nombre d'adhérents qui va peut-être engendrer des coûts supplémentaires qui pourraient déboucher sur une augmentation des liquidités et qui au final pénaliserait l'association en termes de nombre d'adhérents à la rentrée. Comment est-ce que quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ce n'est pas justement un petit peu l'occasion, ou malheureuse, en tout cas, de mettre tout le monde autour de la table? Alors, bien entendu, mais vous l'avez dit, un certain nombre d'adhérents sont plus des adhérents consommateurs. Je viens consommer telle prestation, des cours ou autre. Alors, c'est vrai que ça serait bien de les mettre en mode projet. Une association, c'est d'abord un projet associatif porté par ses adhérents. Maintenant, c'est pas gagné, quoi. Il est possible que certains restent uniquement sur un mode projet. Puis je vais même être un peu plus brutal. Certains ont peut-être déjà demandé qu'on leur rembourse les cours qui n'ont pas été réalisés. C'est-à-dire vraiment, je ne suis pas là pour faire fonctionner une association, je suis là et je paye une prestation. Donc, ouais, j'entends, mais je ne suis pas sûr que le confinement de 2 mois ait fait changer les états d'esprit de tout le monde. Mais j'entends bien, mais surtout que je me posais la question et puis je me devais aussi d'un peu espérer. Une petite précision, en tout cas une question supplémentaire. Peut-on reprendre le travail à temps plein et éventuellement se remettre au chômage partiel en septembre? La réponse est oui. Simplement, veillez à ce que votre autorisation que vous avez obtenue de la directe va bien jusqu'à au moins fin septembre. Si vous avez fait une demande jusqu'à fin juin, fin juillet ou fin août, pour mettre des salariés en chômage partiel ou un salarié en chômage partiel au mois de septembre, il faudra refaire une demande ou faire un avenant à votre demande. Hein. Donc, ayez toujours à l'esprit, souvenez-vous sur quelle période vous avez demandé le chômage partiel. Hein. Et bien évidemment, d'ailleurs, pourquoi on n'appelle plus chômage partiel mais activité partielle? Ça veut dire que c'est une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Donc effectivement, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de travail au mois d'août que ça ne veut pas dire qu'au mois de septembre, on sera peut-être dans une difficulté d'occuper le ou les salariés et qu'il faudra les mettre en chômage partiel. Donc, pas de difficulté. Une petite question de sens aussi, mais qui est très intéressante. Je connais une association ou des associations qui ont mis les salariés en chômage alors qu'elles ne peuvent pas justifier de perte car les cotisations ont été encaissées en totalité. À ma connaissance, c'est interdit. Ah, à ma connaissance. C'est toujours intéressant. C'est quoi la source? Quand on a une information, elle est associée à une source juridique. Mais c'est une vraie question. Avec vos collègues de la Ligue 29 hier, on a abordé non pas le problème des cotisations, mais le problème du cumul de subventions fléchées sur des postes avec du chômage partiel. Et là, on a une réponse. Le ministère du Travail, dans le fameux question sur l'activité partielle, nous dit attention, vous ne pouvez pas gagner 2 fois. Vous ne pouvez pas à la fois vous faire financer des postes et sous prétexte que vous ne pouvez pas faire travailler, vous faire rembourser les salaires. Donc, vous serez amené à rembourser les subventions. Mais c'était sur le champ des subventions. À la question, est-ce que est-ce que ça serait interdit de, comment dirais-je, de conserver les cotisations et de mettre les salariés en chômage partiel? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Et je pense qu'à ce stade-là, personne n'a de réponse. Et qui va nous contrôler? Enfin, vous contrôler? Finalement, c'est le ministère des Finances.
C'est l'État qui va faire un contrôle. Et qu'est-ce qu'elle va regarder l'État? En quoi il était nécessaire de mettre le salarié en chômage partiel? Et on va dire, bah, fermeture administrative, l'activité était fermée, interdiction, on n'a pas pu le faire travailler. Le cas échéant, on pourrait dire, touchez-vous des subventions? Non. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'irrégularité. Mais je le dis pour l'instant, peut-être qu'on aura une règle qui va venir plus tard, qui va dire que si on n'a pas de perte d'exploitation, bah, effectivement, peut-être qu'on ne peut pas justifier d'avoir bénéficié des aides au chômage partiel. Mais je n'ai pas la réponse. J'en profite pour indiquer que parfois certains adhérents disent j'ai cotisé, j'ai pas eu toute ma prestation, mais j'accepte de le donner à l'association. Ben, pourquoi ça ne serait pas un don? Puisqu'en fait, l'adhérent a une sorte de créance sur l'association. J'ai payé et vous ne m'avez pas intégralement fourni la prestation, donc je suis créancier, mais j'ai le droit d'abandonner ma créance. Si j'abandonne ma créance, ça devient un don. Voilà, ça peut être aussi comptablement une manière de valoriser quelque chose et donc de passer une cotisation qui correspondait à des prestations peut-être sous la forme de dons. C'est ça peut être non pas un habillage, mais une présentation comptable. Alors, comment se faire aider pour l'administratif, car c'est très compliqué et pas forcément applicable pour un salarié dans un petit club de 35 personnes à 1 heure par semaine? Alors, comment se faire aider pour l'administratif? Vous avez la réponse, Étienne? J'en ai une partie, c'est-à-dire que oui, effectivement, nous, on peut apporter des éléments et on peut apporter de l'aide, mais en aucun cas, on fera à la place d'eux. Alors, effectivement, le CRIB, et pas vraiment le CRIB d'ailleurs, c'est plus la Ligue qui propose un appui, notamment du côté des bulletins de paie et des déclarations sociales. Cela dit, nous, on n'est pas habilité à faire à la place d'eux. Donc, expliquer comment il faut faire et sur quel site est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aller faire les choses. Oui, ça, on peut apporter de l'aide. Cela dit, et là, c'est un petit peu mon discours qui est un petit peu dur des fois, une association, ça reste un projet qui est à votre initiative, ce qui veut dire que quelque part, soit vous avez les compétences, soit vous allez les chercher ailleurs. Mais dans tous les cas, à max. Et d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul à faire des bulletins de paie à la Ligue 2, nous, on n'a pas fait les déclarations de chômage partiel pour et à la place des associés. Donc, apporter un appui, c'est tout à fait le sens de notre travail. Et apporter une réponse, oui, mais c'est compliqué de trouver des gens qui, même si c'est une petite association ou une grosse, quoi. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est aussi ce que je dis souvent. Moi-même, je n'ai pas toutes les réponses. Ça serait bien trop bon. N'hésitez pas à nous solliciter et nous poser les questions. Si moi, je n'ai pas les réponses dans le réseau, on va s'efforcer d'aller les chercher ailleurs et on essaiera toujours de pouvoir vous aider. Mais en aucun cas, c'est vrai, on fait à la place d'eux. Voilà, j'espère que ça répondra un petit peu. D'autre part, c'est vrai, quand on a un salarié, on n'a pas forcément, et je l'ai encore, je le vois, on n'a pas forcément conscience de la dimension que cet engagement peut prendre. C'est aussi dans ce sens-là où nous, on fait des soirées d'information, en tout cas des temps d'échange et d'information autour, et on en a fait plusieurs ensemble, Dominique, autour de la fonction employeur, pour positionner l'employeur en tant qu'employeur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion entre les deux et que chacun reste dans sa chambre, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est important collectivement de se rendre compte que quand l'association devient employeur, ça dimension le côté. Alors on pense à la direction du travail, on pense à l'URSSAF, mais il y avait plus simple, quoi. Il y a beaucoup de choses et ça demande aussi des compétences, bien évidemment. On est là pour entendre vos questions et s'efforcer d'y répondre. Ce que je dis souvent, hein, vous m'avez souvent entendu dire ça, moi je ne suis pas plus fin que les autres. On essaye au mieux d'apporter des éléments
Et c'est tout à fait le sens de notre travail. Donc, s'il y a des difficultés, oui, effectivement, il faut venir vers nous. On est là pour… À une autre question. Nos salariés, c'est intéressant. Nos salariés sont annualisés et sont payés en août, alors qu'ils ne travaillent pas. Ai-je le droit de les mettre en chômage partiel? Alors, là, il faut aller voir ce qu'on appelle la circulaire. Pareil, elle est en ligne sur Internet, la circulaire de 2013, qui a mis en place l'activité partielle et qui a une fiche spéciale sur comment déclarer le chômage partiel quand le temps de travail est annualisé. Je m'explique. Si au mois de mars, avril, mai, juin, j'ai déclaré les heures que le salarié n'avait pas fait, et non pas sa base 35 heures, s'il est à 35 heures, c'est-à-dire si j'ai déclaré peut-être des heures plus importantes sous prétexte que c'était les heures qu'il devait faire, ben, j'ai récupéré de l'argent. Donc, s'il ne travaille pas en juillet et en août, il ne serait pas normal que j'aille déclarer de l'activité partielle alors qu'il ne travaille pas. On a le même souci d'ailleurs dans l'animation sur les postes d'animateur. Je ne vais pas récupérer de l'argent alors que de toute façon, j'aurais payé le salarié et je savais qu'il ne travaillait pas. Donc, ayez toujours à l'esprit que je ne peux pas récupérer de l'argent là où j'aurais de toute façon eu une dépense. Donc, a priori, je ne récupère pas sur juillet, puis août, sans doute qu'il y a des congés payés, sans doute qu'il y a 4 semaines de congés. 4 semaines de congés, ce n'est pas de l'activité partielle, il faut que je déclare des congés payés. Donc, pour plus de renseignements, il faut aller voir la fiche qui est annexée, qui fait partie de la circulaire de 2013. Mais très clairement, pour faire simple, dites-vous, est-ce que normalement le salarié aurait travaillé juillet-août? Non. Est-ce que j'aurais payé? Oui. Alors pourquoi j'irais récupérer de l'argent dans ces cas-là? Puisque de toute façon, j'aurais eu cette dépense et pas de production d'heures en face. Donc, ma réponse a priori, c'est non. Je ne vais pas récupérer de l'argent, d'autant qu'il y a sans doute une partie de congés payés là-dedans. Pour apporter un petit peu quelques éléments là-dessus, effectivement, moi je vois bien le sens parce qu'on est confronté lors de la production des bulletins de paye. La question, effectivement, elle a beaucoup de sens parce que pour la personne qui est annualisée, on va par exemple lui payer 5 heures par mois, qu'elle en ait fait 0 comme au mois d'août ou qu'elle en ait fait 12 comme au mois de mars. Cela dit, au moment de la production du bulletin de paie, le contrat de travail exige donc de produire un bulletin de paie, dans certains cas en tout cas, de façon lissée. Oui. Donc au mois d'avril, imaginons que la salariée ait dû faire 8 heures, mais qu'on ne lui paye que 5 heures, on peut faire le mois d'avril que 5 heures. À ce titre-là, il y a 3 heures qui auraient pu être travaillées qui ne l'ont pas été, mais ces 3 heures-là, en fait, c'est celles qu'on retrouve en juillet. Oui, mais si j'ai déclaré 8 heures au titre du chômage partiel, c'est ça le fond de la question. Si j'ai déclaré les heures qu'aurait dû faire le salarié qu'il n'a pas pu faire, je déclare 8 heures. À ce moment-là, il n'y a aucune raison que j'aille récupérer des heures au mois de juillet et au mois d'août. Par contre, si effectivement j'ai déclaré un horaire lissé, effectivement, il est possible qu'à ce moment-là, je déclare au moins sur le mois de juillet, parce que le mois d'août, c'est peut-être des congés, il est possible que je déclare du chômage partiel au mois de juillet en compensation de l'écart entre ce que le salarié aurait dû faire et ce que finalement j'ai récupéré uniquement auprès de l'État au titre du chômage partiel. C'est pour ça qu'il y a 2 modes de calcul sur cette fiche-là. C'est un peu technique, mais il faut s'y référer. Et l'idée en cas de contrôle, c'est que je ne peux pas me faire indemniser plus d'heures que les heures que j'aurais dû payer aux salariés en temps normal. C'est au bout de la période d'indemnisation, quand l'État va vérifier, il va demander, bon, attendez, vous avez un contrat de tant d'heures, vous auriez dû payer tant d'heures, le salarié n'a pas travaillé telle période, combien d'heures vous êtes-vous fait indemniser? Il ne faut pas qu'on ait plus d'heures indemnisées que le nombre d'heures que j'aurais payé aux salariés en temps normal.
Et bien entendu, je rappelle, les congés payés, ce n'est pas du chômage partiel, bien entendu. Une petite question ensemble. Alors, pas de moule frite cette fois-ci. Notre association emploi, alors que ça va vous plaire parce que ça l'est aussi. Donc, notre association emploie une intervenante qui a le statut indépendante. Nous lui avons maintenu sa prestation. Comment faire pour lui maintenir sa prestation en septembre? Alors, nous lui avons maintenu sa prestation, c'est-à-dire on l'a payée alors qu'elle n'a pas réalisé sa prestation. Je pense que ça doit être ça. Parce que j'imagine qu'elle n'a pas pu Ouais, faire sa peut-être que prestation. pour… Donc, dire nous avons maintenu sa prestation pendant mai, juin, pendant la période de confinement, est-ce que c'est ça la question? Peut-être que la Je ne sais personne pas, peut-être c'est ensemble peut-être pourrait possible pour… compléter. Peut-être que vous pouvez peut-être donner la parole à Cuisinons Ensemble pour peut-être plus Ah oui, mais précise. Je sais. c'est compliqué. Non, non, ça ne va pas être simple. Non, mais compléter, la personne peut compléter sa question. Ça va apparaître en bas. On va vous inviter à préciser votre question, chers amis de Cuisinons Ensemble. Parce que j'ai du Euh, mal à comprendre. Maintenir sa prestation pendant la période de confinement, ça veut dire continuer à la payer alors qu'elle ne réalise pas sa prestation. je pense que c'est ça. Mais du coup, quelle est la question derrière? Comment faire pour lui maintenir sa prestation en septembre? Je ne comprends pas le sens de la question. Hmm. Le centre de déco. Alors, donc, j'invite à préciser un petit peu la question si possible. Le centre de découverte du son dans le Trégor, je sais, il me semble que c'est dans le Trégor, je ne sais plus exactement où. Nous allons ouvrir notre site à la visite. Nous avons prévu l'information des visiteurs d'installer des bidons de gel. Y a-t-il d'autres actions à mettre en place? Donc là, je ne saurais que vous inviter à nouveau à vous référer au protocole et notamment l'annexe 2. Et si nécessaire, compte tenu de la configuration des lieux ou du public accueilli, compléter ce protocole, j'ai envie de dire, à votre Oui. guise. Bon, En fait, vous devez faire en sorte de protéger les personnes. Donc, effectivement, de l'information, peut-être effectivement bidon de gel. euh, euh, voilà, c'est quelles mesures vous prenez. Pour l'instant, je n'ai pas de mode opératoire sur l'accueil du public, mais peut-être qu'on va avoir un mode opératoire qui va être édité. Pour l'instant, on n'en a pas. il semblerait qu'on ait perdu 2-3 personnes avec l'orage. Alors, on interroge aussi sur la question du lien entre les salariés. C'est vrai qu'il peut se détendre un petit peu. Comment recréer du lien entre les salariés, ceux qui sont complètement chez eux, en situation de chômage total, ceux qui sont un petit pas, ceux qui ne sont pas du tout là, ceux qui sont là en télétravail. Ouais. Ça. On découvre que si le télétravail a une vertu qui peut paraître agréable pour les salariés parce que je peux faire une meilleure conciliation de mes temps de vie et aussi éviter des déplacements, on se rend compte que c'est de l'isolement. Et donc, effectivement, la notion du lien, de recréer le lien est important. Si vous avez des enfants, vous avez dû découvrir que les enfants ont été contents de retourner à l'école parce qu'ils avaient perdu le lien et ils en ont besoin. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont besoin du lien. Le travail, c'est du lien. Et le télétravail, ben, c'est un peu la rupture du lien. Donc, je suis assez d'accord. Il faut recréer du lien. Mais quand on est en situation différente, au sens qu'on ne peut pas réunir les personnes pour pas de raisons, ben, on a au moins de la visio qu'on peut organiser après tout. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser une visioconférence pour réunir à l'écran des personnes pour passer un certain nombre de messages ou simplement discuter de façon ouverte. Mais je suis assez d'accord qu'il faut se méfier de la distanciation créée par le chômage total, enfin, l'absence totale, le télétravail et les salariés qui restent sur le site. C'est pas bon pour le groupe. Donc, comment créer du lien? Ben, si on ne peut pas réunir les personnes, on utilise la visio. C'est un bon outil. Hein. Zoom, c'est gratuit. Il faut Zoom ou un autre, hein, mais il faut utiliser. Ouais, je confirme. Et il ne faut surtout pas, pour avoir
pas forcément très très bon d'ailleurs. Il ne faut surtout pas oublier les salariés. On met effectivement l'activité de l'association, que ce soit culturelle, sportive, tout ce que vous voulez, c'est entre parenthèses, mais l'inquiétude est légitime du côté des salariés. L'inquiétude, elle est légitime du côté des administrateurs, des dirigeants associatifs, ça, tout à fait entendable, mais l'inquiétude, elle est tout légitime aussi du côté des salariés. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Toujours le paille qui court, et ils comptent toujours sur vous de la façon que vous allez compter sur eux en septembre. Donc surtout, il faut trouver un moyen. Donc, ça paraît bien. Dans certains protocoles permettent aussi alors bon, pour les actifs un petit peu différents, mais je l'ai plus aux salariés qui ont une part administrative, les protocoles pour revenir au travail. La preuve, moi j'y suis, on est un certain nombre on est quand même nombreux à retourner au travail. Il faut trouver le moyen de recréer du lien, effectivement. La visio, c'en est présentiel, en faisant attention toujours à se protéger, à protéger les autres. C'est plus à exclure non plus. Nos postes sont subventionnés, sont partiellement subventionnés, plus ou moins 30%. Aurons-nous des aides à rembourser? Et si oui, donc Alors, les postes salariés, pardon. ouais, donc, dans le question-réponse sur l'activité partielle, là aussi, question-réponse mis en place au mois de début avril et qui est régulièrement remis à jour. Hein. Donc, si vous tapez activité partielle, gouvernement, question-réponse, vous allez le trouver. À la question, je me demande si ce n'est pas la question 21 ou 23, enfin de cet ordre-là, on a cette seule information donnée par les services de l'État. Les associations, ça concerne les associations, qui auront cumulé à la fois des subventions, alors des subventions dont on imagine qu'elles flèchent un poste et pas un projet, et des remboursements au titre du chômage partiel, seront amenés sans doute à rembourser les subventions. Alors c'est ça qui est paradoxal parce que c'est les services de l'État qui feront le contrôle pour vérifier si le chômage partiel est régulier. Mais a priori, ce n'est pas le chômage partiel, donc ce n'est pas les aides qu'il faudra rembourser. Dans l'état du texte, si vous allez voir la réponse, on vous dit que c'est le remboursement des subventions. Sauf que le financeur, collectivité territoriale par exemple, parfois il ne demande rien, lui. Il ne va pas demander des comptes, donc c'est assez paradoxal parce que celui qu'on doit rembourser, si ça se trouve, ne demande pas le remboursement. Donc pour l'instant, on est sur une situation un peu paradoxale. Il faut être juste vigilant. Si j'étais le commissaire aux comptes ou l'expert comptable, je dirais on va provisionner quand même les sommes touchées au titre de l'activité partielle parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose soit au niveau des subventions. En tout cas, il est clair qu'on peut faire une très bonne année. J'ai toujours mes subventions. Les salariés n'ont pas forcément pu travailler, mais j'ai touché l'activité partielle et donc j'ai 2 fois des recettes. Oui, il y aura peut-être quelque chose, mais à ce stade, on ne peut pas dire s'il faudra rembourser et combien. On ne peut pas, mais il y a un risque. Il y a un risque, mais ça ne sera pas une faute. Ça ne sera pas fautif parce qu'il n'y a rien d'écrit pour l'instant de suffisamment clair. Hein. Alors, je vois cuisiner ensemble à apporter une réponse de la cuisine, oui. Oui. Une précision. Donc, l'intervenante assure par vidéo des recettes qui sont d'habitude physique, étant travailleur indépendante, pas de chômage partiel pour elle. Comment reprendre en septembre? Alors, bon, déjà, donc, si je comprends bien, elle a fait sa prestation, donc elle est payée de sa prestation, ça je comprends. Ça veut donc dire comment reprendre en septembre de toute façon, a priori, au risque de reprendre physiquement, on va vraisemblablement vers une très grande simplification des relations et de l'accès à tout. Donc, en septembre, on reprend en présentiel. Pour moi, ça me paraît à peu près clair, ça. Sauf catastrophe sanitaire, mais là, je n'en sais pas, mais voilà, on reprend en présentiel. Si c'est ça la règle habituellement, on reprend en cours physique.
Alors, les questions, sauf si je suis passé au travers, mais il semblerait qu'on ait tout balayé. Est-ce que vous avez… On a une question là en dès bas. qu'on était Ah oui, abordé, non, est-ce que… c'est plus un constat que tout le monde ne maîtrise pas le numérique. Les chanteurs d'Argoat de l'Oudéac, là, qui, effectivement, on retrouve cette notion de fracture numérique. C'est compliqué. Des gens qui ne savent pas s'en servir ou des réseaux qui sont insuffisants en termes de qualité pour pouvoir faire une vraie visio. Alors, c'est une vraie difficulté. Cela dit, on s'est rendu compte que dans les associations, euh, si on avait voulu organiser des visios là, au mois de janvier l'année dernière, tout le monde aurait levé les bras au ciel en disant c'est impossible. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, y compris des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui s'y sont mis. Et un certain nombre d'entre vous faites partie peut-être de cela. Euh, oui, j'entends la fracture numérique, mais d'un autre côté, j'entends aussi qu'on peut peut-être y arriver malgré tout, si tant est qu'on a un réseau de qualité. C'est pas faux. Et on fait aussi de ces gens-là à qui ça nous trottait depuis un petit moment dans la tête sur le fort d'info. Et effectivement, là, ça nous a boosté un petit peu. Et parfois, dans ces circonstances-là, eh ben, c'est productif et ça fait avancer. On a une personne qui propose ses cours d'informatique au sein de l'ORB, l'Office des retraités Briochin. Pensez-y. C'est une bonne idée. Oui, c'est vrai que ça demande aussi de la motivation, pour être tout à fait honnête. Ça demande du matériel. Il faut oser se lancer. Forcément très très à l'aise au départ, je ne suis toujours pas en qualité de co-animateur. C'est qu'on devient forgeron, on dit dans je ne sais voilà, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. voilà, comme on dit dans je ne sais quelle question qui pose de forger. Je crois que si Je effectivement rejoins c'est ce qui un est atout. marqué, hein. Euh, l'optimisation l'optimisation du temps en visio permet aujourd'hui de faire peut-être plus de réunions. Je pense à des conseils d'administration, je pense à des réunions de bureau. Ça permettrait d'en faire plus, là où des gens parfois rechignent à venir parce que ça va nous prendre 3 heures. Alors, ne perdons pas le lien physique, mais réfléchissons quand même en quoi cet outil-là, qui est malgré tout pas compliqué, peut nous amener peut-être plus encore de partage de projets. Il semblerait qu'on ait épuisé les questions. Est-ce que vous voyez autre chose à aborder, des points, notamment par rapport à toutes les associations Alors, que vous avez pu rencontrer d'attention, Dominique? non, je vais juste peut-être rappeler, mais ça concerne les associations employeurs. Euh, on est d'accord qu'on peut demander des décalages de charges, hein. Je pense que ça, c'est à peu près tous les services paye ont intégré ça. Il suffit d'en faire la demande. Mais on a peut-être, mais on attend des précisions, la possibilité d'avoir une exonération des charges sociales, hein, puisque le secteur tourisme et culture et événementiel est concerné par le plan spécifique d'aide et ça pourrait aboutir effectivement carrément à une annulation des charges. Simplement, quand on parle du secteur culturel, on parle plus du secteur culturel au sens des concerts, de tout ce qui est événementiel ou des intermittents du spectacle et pas forcément des associations qui ont une activité culturelle. Donc là, il y a un flou, mais il faudra rester peut-être en vigilance parce que il y a peut-être des gains en termes de charges à faire dans les semaines qui viennent, quand on aura des précisions.
Donc, quand tout ça sera éclairci, on sera aussi en mesure de vous apporter des éléments. Content aussi que ce soit éclairci. Je vois des réactions là, d'associations qui ont mis en place des visios et qui disent que mine de rien, ben, ça marche et pourtant on n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas eu le Covid à passer par là. Donc, les pratiques évoluent, c'est bien de tirer les enseignements de tout ça. Je pense que nous aussi, de notre côté, et je vois qu'on a, on a abordé en fait avec l'un d'entre nous, on a abordé le sujet rapidement. Je dirais juste, peut-être pour avoir une synthèse, on retourne à l'état normal pour l'instant. Donc, à chaque fois que vous posez des questions, est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça, on revient tranquillement à l'état normal. Voilà, c'est ce que je peux dire. Simplement, mesures barrières en termes de mesures de précaution, mais dites-vous que globalement, on retourne vers un état normal et ça se trouve au 11 juillet, tout sera normal, on pourra accueillir les gens qu'on veut, comme on veut, on va vers une normalisation. Alors, une question précise, voire même deux questions. Pourriez-vous nous envoyer un mail alerte par mail lorsque le verrou des 10 sera levé? Bon, je pense que la question elle s'adresse à moi. Oui, elle est Alors déjà oui, partiellement levée. Hein. Rassemblement sportif, a priori, on n'a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça soit définitivement levé. C'est déjà levé dans un milieu professionnel. Les rassemblements dans un milieu professionnel au-dessus de 10 sont autorisés. Dans le milieu sportif, c'est autorisé. Il reste ici ou là, puisque cette règle des 10 reste inscrite quand même dans le décret. Bon, on aimerait qu'elle soit définitivement levée pour clarifier toutes les situations. alors là, deux questions en une. Je pense que vous allez la séparer vous-même. De quel levier une association dispose-t-elle pour s'assurer que le propriétaire de disposition en assure l'entretien, l'aération? Ben, de lui demander quel protocole il a mis en place déjà. Et peut-être que si vous êtes les seules utilisations d'un local, il va peut-être vous dire, mais c'est à vous de mettre en place le protocole. Bref, il faut discuter avec lui. Ah oui. Posons-lui la question, est-ce qu'il a prévu quelque chose? Est-ce qu'il fixe des règles? Ou est-ce qu'il vous renvoie à vos propres règles que vous devez mettre en place quand votre association utilise le local? Voilà, faut voir les choses simplement. Il faut prendre contact avec le propriétaire des locaux et voir, lui, qu'est-ce qu'il a mis ou pas en place. Et s'il n'a rien mis en place, ben, c'est à vous de mettre en place des mesures, on va dire, de distanciation, enfin de protection des personnes, les gestes barrières en quelque sorte. Oui, alors cette personne, je ne sais pas si c'était, oui, effectivement, c'était le Gouren qui pense qu'une mairie n'assure rien. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a vraiment la question de l'entretien du bâtiment et des équipements, d'une part, et donc ça, effectivement, à qui revient la responsabilité retient, donc, quand même, a priori, au propriétaire de pouvoir louer un local en l'état. Je pense qu'il faut séparer du protocole sanitaire. Oui, déjà, C'était tout ce qui cette est, instance-là où ouais, tout ce qui a trait à l'équipement, c'est aussi bien est-ce que le local est conforme au plan d'électricité, au plan des règles d'incendie, etc., et de lutte contre l'incendie. Donc, ça, c'est une responsabilité de propriétaire. Donc, c'est vrai que quand je suis utilisateur, je suis en droit de demander si tout ça, c'est respecté. Bon. Et les règles sanitaires, elles viennent uniquement consolider ces règles en fait, de protection des personnes. Il est possible qu'une mairie ne se préoccupe pas du tout des règles sanitaires en se disant c'est votre problème. Et si on prend un dojo, ben effectivement, il faut se poser la question ce dojo est-il désinfecté? S'il n'est pas désinfecté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais travailler les personnes au risque que les adhérents puissent se contaminer parce qu'on est en contact avec le dojo?
avec le tatami, je sais pas, je saurais pas dire. Là, du coup, c'est de la responsabilité de l'association de prendre le risque, parce que peut-être qu'on n'a pas d'autres moyens. On se dit, mais de toute façon, on n'a pas les moyens de décontaminer. Il faudrait une entreprise de nettoyage, ou de demander à la ville si elle ne peut pas faire passer une entreprise de nettoyage régulièrement. On ne va pas avoir de réponse dans les textes. On ne va pas avoir de réponse. Sauf que moi, en tant que président, enfin, association, je dois garantir quand même de limiter le risque sanitaire de mes adhérents. Cas particulier, pour un club de plongée, la règle de 10 sur un bateau, je pense qu'il va vraiment, alors là, vous avez une fédération à mesure, hein. Mais bon, on a Alors, vu que la règle de 10, c'est bien la fédération qui va donner la règle, sachant que les préfets ont fixé des règles sur. D'ailleurs, dans le Finistère, ces règles ont changé. Dans les Morbihan, c'était beaucoup plus simple. On a des règles de distanciation. Donc, on va être sur la distanciation d'1 mètre. Mais si on est sur un semi-rigide, cette règle, elle est inapplicable. Donc, si on est sur un plus gros bateau, alu, c'est peut-être possible. Moi, j'ai tendance à dire, là, il faut voir avec sa fédération. Il faut voir avec sa fédération. oui, plonger avec un masque. Et puis, les règles du protocole, elles sont beaucoup plus orientées vers les salariés que vers les adhérents. Donc, on a des règles maximum de personnes sur un bateau. Peut-être que c'est que cette règle-là qui s'applique. Mais je renverrai vers la fédération. Globalement, de toute façon, on ne saura qu'inviter les gens aux préconisations de leur fédération. Bien sûr. On ne peut pas parler du sport ou des sports en général, c'est effectivement les sports de combat, les sports d'extérieur, c'est particulier. Donc voilà, on vous invitera toujours à aller chercher les précaux de version. Il semble qu'on soit épuisé au niveau des questions. Est-ce que, Dominique, vous voyez quelque chose à ajouter? Pas forcément, non. Si, alors, une petite information. Je ne sais pas si des personnes, des associations ont dépensé beaucoup d'argent, notamment pour acheter des masques, des gants, des lingettes, etc. Mais sachez que il est prévu une subvention à hauteur de 50% des investissements qui ont pu être faits sur les masques, les gants, les lingettes. La seule chose, c'est qu'il faut que la dépense soit au moins de 1 000 euros. Voilà, donc si vous avez fait des dépenses importantes, parce que à un moment vous pensiez accueillir du public et que vous avez acheté plein de masques, sachez que vous pouvez vous faire prendre en charge 50% de la dépense. Il y a un site et on fait une déclaration sur un formulaire. Bien, merci pour cette donc effectivement, oui, peut-être aussi apporter les fédérations sur le col du ministère des Sports. Fatalement, toutes les fédérations vont être obligées de décliner ces préconisations pour leur sport propre. Oui, et je rappelle que Notamment pour les précaux du ministère du Sport ne sont pas remis à jour aujourd'hui par rapport au protocole de déconfinement qu'on a eu hier. Donc, il va falloir aller effectivement sur le site du ministère du Sport dans les jours qui viennent pour voir quelles sont leurs nouvelles précaux. Moi, je ne les ai pas pour l'instant. Voilà, il semblerait que les gens, en tout cas que les participants, pardon, aient obtenu un certain nombre de réponses. Et vous remercie, Dominique.
Moi, je vous remercie aussi. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci donc à tous les participants. Merci à vous. N'hésitez pas s'il y a des questions a posteriori à nous les envoyer hein, sur l'email du crip22@laligue22.org et par téléphone aussi, au 02 96 94 69 21. Alors là, donc, pour une fois, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose, Dominique. En tout cas, on aura l'occasion d'en rediscuter. Le visage que je ressens et on ressent beaucoup d'inquiétude pour la reprise de certains nombres d'activités à la rentrée, et notamment pour les associations qui ont des salariés et craignent un petit peu. On envisage, on vous tiendra au courant de revenir un petit peu, faire un focus sur autour de la fonction employeur. Si jamais certaines veulent mal tourner, si jamais il y avait un retour d'épidémie qui impacte vraiment vos activités, voire le travail des salariés. Donc, c'est quelque chose qu'on a envisagé pour l'instant. On reviendra bien évidemment vers vous et on vous tiendra au courant. Je pense que ce format visioconférence, j'attends aussi, n'hésitez pas des mails pour voir ce que vous en pensez, voir ce qui est parce que c'était notre première. En tout cas, pour partie, c'est satisfaisant. Ça manque de contact, effectivement, mais pour partie, c'est satisfaisant, en tout cas de notre côté. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis et à nous faire des retours là-dessus. J'ai vu un petit mot aussi. Effectivement, il y avait 100 personnes. Alors, il y avait un petit peu plus que 100. On a réussi à retomber, voilà, à faire. Donc, en fait, on n'a perdu personne. Personne n'est resté sur le bord du chemin. Voilà, j'ai eu un petit peu peur quand j'étais à 115. Et en fait, entre les gens qui finalement ne viennent pas et les gens qui disent, bon, bah, à deux écrans, c'est mal. Et je vous en remercie grandement aussi grâce à vous que tout le monde peut accéder aux informations. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de conclusion. Donc, je reviendrai vers vous dès qu'on aura calé effectivement la prochaine intervention qui aura lieu en septembre. Je pense qu'on va conquérir vos adhésions les 15 premiers jours de septembre pour les formations. Et on reviendra vers vous courant septembre. Merci Dominique pour cette nouvelle intervention et vos éclairages techniques. Et je pense qu'on peut mettre un point à cet enregistrement qu'on mettra à sur le site du CRIP. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.